Un valet saisit la bouteille posée près du couvert royal. Le liquide ne coule pas, le vin du roi a gelé. Pas dans une cave oubliée, pas dans une remise. Sur la table du souper, à quelques mètres d'une cheminée allumée depuis des heures, dans le château le mieux chauffé d'Europe. Ce soir-là, à quelques lieues de Versailles, des familles entières se serraient dans des granges pour ne pas mourir. Des curés enterraient 3, 4, 5 personnes par semaine, là où ils en enterraient 2 par mois. Des corps étaient retrouvés gelés dans les champs au matin. 2 mondes, la même nuit, le même froid. L'un avait des fourrures, des cheminées et des valets pour changer la bouteille de vin. L'autre n'avait rien du tout. Voici ce que l'hiver le plus meurtrier de l'histoire de France a révélé sur Versailles et sur ce que le château cachait vraiment derrière ses grilles dorées. Dites-moi d'où vous regardez ce soir. La France, le Canada, la Belgique, la Suisse ou ailleurs. Et abonnez-vous. Les archives contiennent des centaines d'histoires comme celle-ci, et on ne fait que commencer. Il y a quelques années, j'ai passé plusieurs semaines à travailler sur les registres paroissiaux de l'Île-de-France pour les années 1709 et 1710. Ce sont des documents manuscrits, tenus par des curés de campagne, des hommes qui notaient les naissances, les mariages et les morts de leur paroisse, semaine après semaine, dans une écriture serrée qui dit beaucoup sur le peu de temps qu'ils avaient. Ce qui m'a arrêté, ce n'est pas un fait isolé, c'est la répétition, la façon dont les colonnes de décès s'allongent à partir de janvier, puis de février, et continuent tout au long du printemps et de l'été. Des noms, des âges, des familles entières. Parfois, j'ai voulu comprendre ce que ces gens avaient traversé. Et pour comprendre ça, j'ai dû aussi regarder ce qui se passait de l'autre côté, à Versailles, à quelques lieues de là. Dans les mémoires, dans les correspondances, dans les rapports des médecins royaux. Ce que j'ai trouvé dans ces 2 séries de documents et l'écart entre elles, c'est ce que cet épisode va vous montrer. Commençons. Il faut d'abord comprendre ce qu'était Versailles en janvier 1709. Pas le château de cartes postales, pas la galerie des glaces illuminée pour les visiteurs du dimanche. Le vrai Versailles, celui d'un matin de janvier sous un ciel blanc, quand la cour s'éveille selon ses habitudes et que le rituel reprend, comme tous les jours, comme si rien ne pouvait l'interrompre. Le lever du roi commence à 8h30. Les courtisans entrent dans la chambre royale selon un ordre précis, millimétré, que personne n'a remis en question depuis des décennies. Le premier chambellan tire les rideaux du lit. Les grands officiers s'avancent dans un silence mesuré. Louis XIV a 70 ans. Il pose les pieds sur le parquet froid. Et c'est là, dans ce détail minuscule, que quelque chose a changé. Les serviteurs ont glissé une peau d'ours sous ses pantoufles cette nuit. Ce n'était pas prévu au protocole. C'est le maître de chambre qui en a pris l'initiative, discrètement, sans demander l'autorisation. Personne ne dit rien. On note, on continue. Dans les grandes galeries qui relient les appartements royaux aux ailes du palais, les valets de pied ont reçu l'autorisation tacite de garder leurs gants pendant le service. C'est une chose qui ne se fait pas, normalement. Les gants sont réservés aux sorties, pas au service intérieur. Mais les couloirs de Versailles, en ce début janvier 1709, ont une température que personne n'a encore eu le courage de formuler à voix haute. Et le rituel de cour, lui, ne se plie pas.
C'est peut-être ce qui frappe le plus dans les témoignages de cette période, non pas le froid lui-même, mais la façon dont la mécanique versaillaise continue de tourner comme si le froid était un problème personnel de chacun, une affaire privée à gérer sans que ça se voie. Les courtisans s'inclinent, reculent, ne tournent pas le dos au roi. Leur haleine fait de la buée dans les antichambres. Ils sourient. À quelques lieues de là, dans le village de Viroflay, un curé de campagne ouvre son registre paroissial. Il s'appelle, et c'est important de le dire, probablement quelque chose comme tous les curés de son temps. Un nom ordinaire, une main ordinaire, une écriture serrée qui dit qu'il a peu de temps et beaucoup à noter. Le 5 janvier 1709, il inscrit le décès d'un homme de 62 ans. La cause notée est sobre, mort de froid dans son logis. Ce n'est pas le premier de l'hiver, ce n'est pas le dernier. Dans les communes autour de Versailles, Rocancourt, Jouy-en-Josas, Bièvre, Clamart, les marchands de bois ont épuisé leur stock avant la mi-janvier. Les prix ont doublé en l'espace de 3 semaines. Les familles qui ne peuvent pas payer groupent leurs lits dans une seule pièce, ferment les autres et brûlent ce qu'elles trouvent, des planches, des meubles, des portes dévissées de leurs gonds. Ce que je dois préciser ici, et c'est quelque chose que les chiffres ne rendent pas bien, c'est que les gens qui souffrent en ce début janvier ne sont pas des misérables au sens où on l'entend parfois, des gens qui n'avaient déjà rien. Beaucoup sont des artisans, des journaliers, des petits paysans propriétaires de leurs outils et de leurs lopins. Ce que l'hiver 1709 emporte, c'est une couche de la population qui vivait chichement, mais vivait. La marge était mince, le gel l'a effacée. À Versailles, Madame de Maintenon écrit à une amie. La lettre est conservée. Elle décrit le froid avec une précision étonnante pour quelqu'un qui vit dans un palais chauffé en permanence, tel qu'on n'avait point de mémoire d'en avoir vu de pareil. Elle ajoute que le roi a mal dormi, qu'elle-même a trouvé l'eau de son lavabo prise le matin. Ce qu'elle ne mentionne pas dans cette lettre, c'est ce qui se passe à Viroflay, à Rocancourt, à Jouy-en-Josas. Pas parce qu'elle s'en moque, parce que Versailles n'est pas construit pour recevoir ces informations-là. Les nouvelles qui circulent dans les couloirs du palais parlent de la santé du roi, des mouvements des armées en Flandre, des intrigues entre les ministres. Le curé de Viroflay et son registre paroissial n'existent pas dans ce monde-là. Ils existent dans un autre parallèle à 6 km à vol d'oiseau. 6 km. Dans la nuit du 5 au 6 janvier, le thermomètre plonge encore. Les témoignages s'accordent, Saint-Simon, Dangeau, plusieurs correspondances de l'époque, pour décrire quelque chose d'inédit. Un froid qui ne ressemble pas aux hivers normaux, même rudes. Un froid qui s'installe dans les murs, dans les pierres, dans les corps. La Seine, à Paris, prend sur toute sa largeur. Les canaux du nord de la France sont bloqués. Des voyageurs qui s'aventurent sur les routes trouvent leurs chevaux incapables d'avancer, les sabots gelés dans la boue durcie. À Versailles, dans la grande orangerie, les jardiniers allument des braséros supplémentaires dans la nuit. Les orangers, certains vieux de plusieurs décennies, entretenus comme des reliques royales, commencent à souffrir malgré tout. Les feuilles perdent leur couleur, les branches les plus fines craquent au toucher. Le jardinier-chef passe la nuit dans les serres. Je ne sais pas ce qu'il pense cette nuit-là. Les archives ne nous ont pas laissé son journal intime, s'il en a tenu un.
mais j'imagine la fatigue de quelqu'un qui fait tout ce qu'il peut faire, qui sait que ça ne suffira pas et qui reste quand même parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Dans les villages autour du palais, les familles qui ont déjà épuisé leur bois font la même chose. Elles restent, elles attendent, elles espèrent que le froid va lâcher avant elles. Pour certaines, il ne lâche pas. Le vin gèle sur la table du roi le 7 janvier. Ce n'est pas une légende. Plusieurs témoins le notent indépendamment. Dangeau dans son journal, un secrétaire dont les mémoires sont conservées aux archives nationales. La bouteille est posée près du couvert royal, à quelques mètres d'une cheminée que les valets ont alimentée depuis l'aube. Le liquide est pris. Un valet apporte une deuxième bouteille, réchauffée dans les cuisines. Louis XIV mange sans commentaire. Ce détail a traversé 3 siècles parce qu'il dit quelque chose que les rapports officiels ne disent pas. Versailles peut chauffer ses appartements, nourrir sa cour, maintenir son protocole, mais il ne peut pas commander au froid, et pour un système entier construit sur l'idée que le roi maîtrise tout, c'est une fissure. Les orangers meurent dans la semaine qui suit. La grande orangerie abrite à cette époque près de 3000 arbres, des orangers, des citronniers, des grenadiers, certains cultivés depuis le règne précédent, transportés à grands frais depuis le sud, entretenus avec une minutie que peu d'archives royales daignent décrire en détail, parce que c'est du travail de jardinier, pas de courtisan. Ces arbres sont une démonstration, la preuve vivante que le roi de France peut faire pousser des oranges sous un ciel normand. Les braseros allumés dans la nuit n'ont pas suffi. Les feuilles noircissent d'abord, puis les branches les plus jeunes, puis le bois lui-même, qui craque quand on y pose la main, un son sec, définitif, que les jardiniers reconnaissent immédiatement pour ce qu'il est. Sur les 3000 arbres de la collection royale, plus des 2/3 ne survivent pas à janvier 1709. Ce n'est pas une métaphore sur la fragilité du pouvoir, même si on peut se permettre d'y penser. C'est juste ce qui arrive quand la nature refuse de coopérer, quelle que soit la taille du château derrière elle. Pendant ce temps, les rapports arrivent à Versailles. Les intendants de province, ces représentants du roi chargés d'administrer les régions, ont pour obligation de tenir le pouvoir central informé. Ils écrivent des lettres longues, détaillées, parfois désespérés dans leur ton. Un intendant du Berry décrit en janvier 1709 une situation que je vais résumer sans édulcorer. Des corps retrouvés dans les rues, des familles réduites à manger ce qu'elles trouvent, des villages entiers sans réserve de grains. Ces rapports arrivent à Versailles. Ils sont lus par les ministres, probablement par le roi lui-même, du moins en résumé. Et là, je dois être honnête sur ce que les archives nous permettent de dire avec certitude et ce qu'elles ne nous permettent pas. On ne sait pas exactement comment Louis XIV réagit à ces informations au jour le jour. Les comptes rendus des conseils de cette période sont lacunaires. Ce qu'on sait, c'est que des décisions sont prises et qu'elles arrivent trop tard, avec trop peu de moyens, dans un système administratif qui n'a pas été conçu pour répondre à une catastrophe de cette échelle. À Paris, la Seine est prise depuis plusieurs jours. Les moulins à eau sont arrêtés. Plus de mouture, plus de farine, ou presque. Les boulangers rationalisent. Les prix du pain, déjà élevés depuis les mauvaises récoltes de l'automne précédent, montent encore. Des attroupements se forment devant les échoppes. Les lieutenants de police multiplient les patrouilles.
dans les rues les plus pauvres de la ville, quelque chose se passe qui n'est pas encore une émeute mais qui y ressemble. Des gens qui attendent, des gens qui regardent, des gens qui ont faim depuis plusieurs jours et qui ne savent pas encore combien de temps ça va durer. Imaginez ça, pas comme une image d'Épinal, pas comme une gravure dans un manuel scolaire, mais comme une réalité physique, avoir froid, avoir faim, et ne pas savoir si demain sera différent. Cette incertitude-là, les courtisans de Versailles ne la connaissent guère. Ils savent exactement ce qu'ils mangeront demain, à quelle heure, dans quelle salle. Le froid tient encore 3 semaines. 3 semaines pendant lesquelles Versailles continue de tourner, de s'incliner, de se chauffer, de mourir un peu aussi à sa façon. Ces arbres, ces réserves, sont l'image d'un roi qui contrôle tout et pendant lesquels, à quelques lieues, les registres paroissiaux continuent de s'allonger. Une colonne de noms, des âges, des causes sobrement notées, la même main, semaine après semaine. Fin janvier, le froid lâche un peu. À Versailles, on respire. Les valets rangent les peaux d'ours supplémentaires. Les courtisans qui avaient pris l'habitude de garder leurs manteaux dans les antichambres les posent sur les banquettes, comme avant. Dans les jardins, les fontaines sont toujours gelées. Elles le resteront jusqu'en mars, mais la température remonte suffisamment pour qu'on puisse marcher dehors sans souffrir. Le rituel de cour reprend son rythme habituel, et avec lui, cette façon particulière qu'a Versailles de faire comme si les semaines précédentes n'avaient été qu'une parenthèse climatique désagréable, maintenant fermée. Mais le dégel ne répare rien, il révèle. Dans les champs de la Beauce, de la Brie, du bassin parisien, les paysans qui sortent en février voient ce que l'hiver a laissé derrière lui. Les semences enfouies dans les sillons à l'automne, celles qui n'avaient pas encore germé, celles sur lesquelles reposait tout l'espoir de la récolte suivante, sont mortes dans la terre, gelées, puis décomposées par les cycles successifs de gel et de dégel. Les vignes sont noires jusqu'à la souche, les pommiers de Normandie, les noyers du Périgord, les oliviers de Provence, des arbres qui mettent des décennies à produire, ont rendu l'âme en quelques nuits. Ce que ça signifie concrètement, c'est ceci. Il n'y aura pas de récolte à l'automne 1709, pas de grains nouveaux, pas de vin nouveau. Les réserves qui restent dans les greniers, ce qui n'a pas gelé, ce qui n'a pas été mangé pendant l'hiver, doivent tenir jusqu'à une prochaine récolte qui ne viendra pas avant l'été 1710, au mieux, 18 mois, peut-être plus. À Versailles, les rapports des intendants s'accumulent sur les bureaux des ministres. Louis XIV convoque des conseils. Des décisions sont prises. On tente de débloquer le commerce du grain entre les provinces, on autorise des importations, on envoie de l'argent aux régions les plus touchées. Et puis il fait quelque chose que personne n'attendait vraiment. Il ordonne la fonte d'une partie de la vaisselle royale. Les grands services d'or, ces pièces monumentales qui ornaient les buffets lors des soupers publics, symbole de la puissance française autant que de son goût, sont envoyés à la monnaie. On en fait des pièces, de l'argent liquide pour financer les secours et solder les dettes de la guerre de succession d'Espagne qui saigne le royaume depuis des années. Ce geste est réel, documenté, et il est profondément ambigu. Ce n'est pas le sacrifice qu'on pourrait être tenté d'y voir, mais ce n'est pas non plus rien. C'est un roi de 70 ans
qui comprend que quelque chose a changé, que les règles ordinaires ne suffisent plus et qui donne ce qu'il peut donner sans jamais cesser d'être ce qu'il est. La vaisselle disparaît, le protocole reste. Dans les villes de province, le dégel apporte un autre problème que personne n'avait anticipé. Les loups, chassés par le froid des forêts vers les lisières des villages pendant tout le mois de janvier, certains ne sont pas repartis. Plusieurs témoignages de cette période, des rapports de maréchaussée, des lettres de curés, mentionnent des attaques sur des troupeaux, sur des chiens, sur des voyageurs isolés sur les routes secondaires. À Versailles, le loup est une proie de chasse, une activité royale, organisée, codifiée, où le danger est réel, mais encadré par une logistique entière. En Beauce, en Sologne, dans les forêts du Berry, le loup de l'hiver 1709 n'a rien d'une activité de cour, deux rapports au même animal, séparés par quelques lieues et par tout le reste. Ce qui me frappe, après des années passées sur cette période, c'est moins la catastrophe elle-même que l'aveuglement structurel qu'elle révèle. Je ne parle pas d'un roi indifférent. Louis XIV n'est pas indifférent. Il prend des décisions. Il fait fondre sa vaisselle. Je parle de quelque chose de plus profond, un système entier conçu pour regarder vers l'intérieur, pour produire de la représentation, de la grandeur, de la permanence, et qui n'a tout simplement pas les yeux pour voir ce qui se passe à 6 kilomètres de ses grilles. Versailles n'est pas aveugle par choix, il est aveugle par construction. Et c'est peut-être ça, le vrai froid de l'hiver 1709. Les registres paroissiaux ne mentionnent pas le roi. C'est une évidence, mais elle mérite d'être dite. Ces documents, tenus par des hommes qui vivaient au milieu de ce qu'ils décrivaient, qui enterraient leurs paroissiens de leurs propres mains, n'ont aucun regard vers Versailles. Pas de commentaires politiques, pas d'amertume notée, juste des noms, des âges, des dates et parfois une cause de mort écrite en latin administratif dans une écriture qui change au fil des semaines, plus serrée, plus rapide, comme si le curé n'avait plus le temps de soigner ses lettres. Ce changement d'écriture, je l'ai vu dans plusieurs registres différents. Ce n'est pas un détail anodin. Les historiens démographes qui ont travaillé sur cette période au cours du XXe siècle ont tenté de reconstituer le bilan humain de l'hiver 1709 et de la famine qui suit. Je dois être honnête sur ce que ces chiffres valent et sur leurs limites. Les registres paroissiaux sont incomplets. Certaines communes n'en ont pas tenu, d'autres ont été perdues. Ce qu'on peut dire avec une relative certitude, c'est que la surmortalité de 1709 et 1710, les décès au-delà de ce qu'une année normale aurait produit, se situe entre 600 000 et 1 million de personnes pour la France entière. La France compte alors environ 20 millions d'habitants. Posez ce chiffre un instant. Une famille sur 20 perd quelqu'un directement. Dans les régions les plus touchées, le bassin parisien, la Bourgogne, certaines parties du Languedoc, le ratio est bien plus élevé. Et ces morts ne sont pas tous des vieillards épuisés par des décennies de misère. Les registres du printemps et de l'été 1709 montrent des adultes jeunes, des enfants de 5 ans, de 8 ans, de 12 ans, ceux qui avaient survécu au gel, mais que la famine du printemps emporte. À Versailles, le printemps 1709 ressemble au printemps des autres années, en surface. Les jardins reprennent leur activité. Les grandes eaux fonctionnent de nouveau.
La cour se déplace entre Versailles, Marly, Fontainebleau, selon le calendrier habituel. Saint-Simon note dans ses mémoires l'atmosphère de cette période avec sa prudence habituelle. Il écrit que le roi paraissait vieilli, que les conversations dans les cabinets avaient pris un tour plus grave, que certains ministres avaient le visage de gens qui dorment mal. C'est une formulation prudente pour un homme qui observe tout et publie rien de son vivant. Louis XIV sait, il reçoit les rapports, il voit les chiffres, du moins des estimations, car les chiffres précis n'existent pas encore. Ils seront reconstitués 2 siècles plus tard. Il sait que quelque chose d'immense vient de se passer dans son royaume et que ses décisions, la vaisselle fondue, les distributions d'argent, les tentatives de réguler le commerce du grain n'ont pas suffi. Ce qu'il fait avec cette connaissance, les archives ne nous le disent pas vraiment. Les rois de cette époque n'écrivent pas leur journal intime. Ils dictent des mémoires destinés à la postérité, ce qui est une autre chose entièrement. Mais voici ce que les archives nous donnent, et c'est peut-être plus révélateur que n'importe quelle confidence royale. En mai 1709, un libelle circule à Paris, un texte anonyme, imprimé clandestinement, saisi par la police dès qu'il est trouvé, qui s'adresse directement au roi en des termes qu'aucun courtisan n'aurait jamais osé. Le texte décrit la famine, les morts, la misère des campagnes. Il demande des comptes. Il utilise un mot que les documents officiels évitent soigneusement depuis des mois, le mot faute. Ce libelle n'est pas isolé. D'autres circulent pendant l'été 1709. La police en saisit des dizaines, en brûle autant. Les auteurs ne sont presque jamais retrouvés. Ce qui est frappant, c'est moins leur contenu, qui reste mesuré, comparé à ce qui s'écrira quelques décennies plus tard, que leur existence même. Des gens prennent le risque d'écrire, d'imprimer, de distribuer. Dans la France de Louis XIV, c'est un risque considérable. Quelque chose a changé dans le rapport entre le royaume et son roi. Pas de façon spectaculaire, pas encore, mais quelque chose. Les historiens qui ont travaillé sur la longue décennie qui précède la mort de Louis XIV en 1715 s'accordent pour dire que l'hiver 1709 est une date charnière, pas une rupture nette, mais une fissure qui ne se referme pas complètement. Et dans les villages autour de Versailles, dans les registres paroissiaux tenus par des curés épuisés, cette fissure a un visage, des dizaines de visages. Aucun d'eux ne regardait vers le palais. Louis XIV meurt en septembre 1715. Il a 77 ans. Il règne depuis 72 ans, le règne le plus long d'un monarque européen de toute l'histoire moderne. Les historiens de son époque dressent des bilans monumentaux. Les guerres, les traités, les arts, les bâtiments, la centralisation du pouvoir français en une machine administrative que l'Europe entière observe et imite. Versailles reste debout, intact, plus grand qu'il ne l'a jamais été. Les registres paroissiaux de 1709 et 1710, eux, ne le mentionnent pas. Ils ne savent pas qui est le roi. Ils savent seulement qui est mort. Dans les années qui suivent l'hiver 1709, la France se reconstruit lentement. Les vignes arrachées sont replantées. Les vergers morts sont défrichés. Les jeunes plants commandés dans les pépinières du Sud. Les familles qui ont survécu, et la plupart ont survécu, il faut le dire, parce que l'histoire de cette période n'est pas seulement une histoire de mort, mais aussi une histoire de résistance ordinaire,
de gens qui ont tenu avec presque rien. Ces familles reprennent le travail de vivre, les marchés rouvrent, les prix redescendent, les curés écrivent de nouveau à un rythme normal dans leurs registres. Mais quelque chose ne revient pas tout à fait comme avant, et c'est difficile à nommer précisément. Pas une colère organisée. Il faudra encore plusieurs décennies pour ça, plutôt une mémoire. La mémoire physique, transmise dans les familles, de ce que ça fait quand le système cède et que personne ne vient. Cette mémoire-là ne s'écrit pas dans les manuels. Elle se raconte le soir, autour d'une table, à des enfants qui n'étaient pas nés en 1709. À Versailles, la grande orangerie est progressivement reconstituée. On commande de nouveaux arbres à Gênes, à Valence, à Séville. Les jardiniers replantent, retaillent, recommencent. En quelques décennies, la collection retrouve son volume. Des milliers d'arbres alignés dans la lumière oblique de l'orangerie, comme si janvier 1709 n'avait jamais existé. Les visiteurs qui se promènent sous ces voûtes aujourd'hui ne voient pas les orangers de Louis XIV. Ils voient pour ceux qui les ont remplacés. Personne ne le leur dit, généralement. Ce n'est pas le genre de détail qui figure sur les panneaux explicatifs. Ce qui me reste de toutes ces années passées sur cette période, ce n'est pas un jugement sur Louis XIV en tant qu'homme. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne unité de mesure. Un homme de 70 ans, épuisé, vieilli, face à une catastrophe climatique qu'aucun gouvernement européen de l'époque n'aurait su gérer. Le réduire à un coupable serait trop simple et, franchement, trop confortable. Ce qui reste, c'est une observation sur ce qu'était Versailles en tant que structure. Un système conçu pour produire de la grandeur, de la permanence, de la représentation, et qui avait, gravé dans ses fondations mêmes, une incapacité à regarder vers l'extérieur, pas par cruauté, par construction. Les grilles dorées n'étaient pas faites pour retenir les gens à l'intérieur seulement. Elles étaient faites pour maintenir l'extérieur à distance. L'hiver 1709 n'a pas brisé Versailles, il a simplement rendu visible ce qui était là depuis le début. Il y a un dernier détail que je veux vous laisser. Dans le registre paroissial de Jouy-en-Josas, une commune à 7 km du château, si proche que par temps clair, on aperçoit les toits du palais depuis les hauteurs du village. Un curé a noté, à la fin du mois de mars 1709, quelque chose d'inhabituel pour un document de ce type. Après la liste des morts du mois, après les noms et les âges et les causes sobrement consignées, il a ajouté une phrase en marge. En français, pas en latin. Une phrase qui sort du protocole administratif, qui n'avait aucune raison d'être là. Il écrit « Dieu seul sait ce que ces gens ont enduré ». Puis, il referme le registre. Et la semaine suivante, il recommence. Le même registre, la même main, les mêmes colonnes. Comme si cette phrase n'avait jamais été écrite.